Lors de sa fête d'anniversaire, mon frère a souri d'un air narquois. Tu es ici pour financer mes rêves. Cela ne te plaît pas? La porte est là. Mes parents ont ri, mais la vérité derrière ces mots était évidente. J'ai souri froidement. Avec joie. Bonne chance avec l'hypothèque de 180 000 $ que j'ai secrètement payée. Le lendemain matin, 126 appels manqués. Je m'appelle Elisa Ellison. J'ai 34 ans. Et jusqu'à la nuit de la fête d'anniversaire de mon frère, je croyais qu'être la fille sur laquelle on pouvait compter était une chose dont on pouvait être fier. Puis je l'ai entendu rire dans la cuisine de mes parents pendant que 50 invités faisaient la fête juste dehors. Il tenait le nouvel appareil photo qu'il voulait que j'achète et m'a dit que je devrais être reconnaissante de soutenir quelqu'un avec un vrai talent. J'ai dit non. Son sourire a disparu pendant une demi-seconde avant de revenir sous la forme d'un rictus froid. Puis il s'est penché et a dit, « Tu n'existes que pour payer mes rêves. Tu détestes cela? Pars. » Ma mère a ri comme s'il avait fait une blague inoffensive. Mon père a hoché la tête et a dit que j'avais toujours été la personne pratique. Alors que mon frère avait besoin de liberté pour créer, aucun d'entre eux n'a remarqué la petite lumière verte qui clignotait sur le microphone sans fil accroché sous son col. J'ai regardé à travers la porte de la cuisine le barbecue traiteur, le bar à cocktail loué, le photographe et l'énorme écran affichant les moments forts de la soi-disant carrière de mon frère. 3 jours plus tôt, mes parents m'avaient appelé en panique, prétendant que leur système de climatisation était tombé en panne et qu'ils ne pouvaient pas se permettre la réparation. J'avais transféré l'argent avant qu'ils ne terminent leurs explications. Maintenant, je comprenais où il était vraiment allé. J'ai ouvert mon application bancaire pendant que tous les 3 regardaient. Mon frère a ri à nouveau et a demandé ce que je croyais faire. J'ai souri et lui ai dit que j'acceptais son invitation. Ensuite, j'ai annulé le transfert mensuel qui avait maintenu la maison de mes parents à flot pendant des années. Avec joie, ai-je dit. Bonne chance pour remplacer les plus de 180 000 $ que j'ai discrètement payés pour cette famille. Les rires à l'extérieur se sont arrêtés avant même que je n'atteigne la porte. Le lendemain matin, j'avais 126 appels manqués, messages et notifications. Et la raison n'avait rien à voir avec le paiement de l'hypothèque seule. Avant que je ne vous dise ce que tout le monde a entendu, et pourquoi ma famille a soudainement voulu que cet enregistrement soit effacé, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où voyage l'histoire d'Elisa. Le nom de mon frère était Nolan Langford. Il avait 29 ans et se qualifiait de réalisateur de films de voyage, même si la plupart de ses voyages étaient payés par nos parents et qu'une grande partie de leur argent venait de moi. Nolan vendait des pré-réglages photographiques, de cours en ligne et l'illusion qu'il avait construit une vie créative réussie entièrement par lui-même. Ses pages de réseaux sociaux montraient des salons d'aéroport, des hôtels de charme, des caméras coûteuses et des vidéos soigneusement montées sur la façon d'échapper à la vie ordinaire. Ses abonnés ne voyaient jamais les messages qu'il m'envoyait chaque fois qu'un paiement de carte de crédit était dû. Mes parents, Douglas et Irene Langford, traitaient son instabilité financière comme une preuve de courage artistique. Ils vivaient à Matthews en dehors de Charlotte dans la même maison de 4 chambres où Nolan et moi avions grandi. Mon père avait passé la majeure partie de sa carrière à gérer le bureau des finances d'un concessionnaire automobile. Ma mère avait travaillé comme coordinatrice de cabinet dentaire avant de prendre une retraite anticipée. Ils comprenaient les budgets, les taux d'intérêt et les paiements mensuels. Cela rendait leur dépendance à mon égard plus difficile à excuser. Ils n'étaient pas confus. Ils avaient simplement décidé que mes revenus appartenaient à la famille. Je travaillais comme directrice des risques tiers pour une banque régionale à Charlotte. Mon travail exigeait que j'examine des contrats, retrace l'exposition financière et identifie les signes avant-coureurs avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Au travail, je reconnaissais immédiatement la manipulation. Avec ma famille, je l'ai ignoré pendant des années. Mon mari, Grant Ellison, était chef de projet en génie civil. Il avait remarqué le schéma bien avant que je sois prête à le nommer. Tous les quelques mois, mes parents inventaient une autre urgence. Des taxes foncières, un chauffe-eau qui fuyait, une augmentation d'assurance, une facture médicale qui devait être payée immédiatement. La première fois que j'ai aidé, je me suis senti fier. La deuxième fois, responsable. Finalement, je me suis senti prise au piège. 5 ans plus tôt, mes parents avaient refinancé leur maison après avoir contracté un prêt important sur la valeur nette de leur maison. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de 54 000 $ pour éviter que l'accord de refinancement ne s'effondre.
Mon père a promis que c'était temporaire et a dit que je serais remboursé après que la société de production de Nolan serait devenue rentable. La société n'est jamais devenue rentable, et rien n'a été remboursé. Après cela, j'ai commencé à envoyer 1650 $ chaque mois pour aider avec l'hypothèque et le paiement du prêt sur valeur domiciliaire. Mes parents appelaient cela un pont. 4 ans plus tard, c'était devenu une route permanente de mon compte au leur. Les factures de Nolan ont lentement rejoint l'arrangement. D'abord son téléphone car il avait besoin d'un service fiable en voyage. Ensuite, le stockage en nuage, l'assurance de l'appareil photo et le paiement d'une carte de crédit professionnelle après qu'un voyage sponsorisé n'a pas réussi à rapporter assez d'argent. Chaque dépense était présentée comme le dernier obstacle avant sa percée. À la fête, Nolan se tenait devant un écran loué pendant qu'une bande-annonce de ses meilleurs moments jouait derrière lui. Elle le montrait marchant dans des halls d'hôtel, filmant des routes de montagne et apprenant aux spectateurs comment vivre sans être contrôlé par une carrière traditionnelle. Mon père a placé un bras autour de ses épaules et a annoncé que son fils avait été assez courageux pour choisir un but plutôt que la sécurité. Quand mon oncle Victor a posé des questions sur ma récente promotion, ma mère a dit qu'Elisa avait toujours bien réussi dans les bureaux. Ensuite, elle s'est tournée vers Nolan et a dit à tout le monde que sa prochaine série de voyages pourrait être choisie par une grande marque. Grant m'a regardé de l'autre côté du patio. Il savait exactement ce que je pensais. 3 jours plus tôt, mes parents avaient appelé pour dire que leur système de climatisation était tombé en panne. Ma mère a prétendu que le remplacer coûterait 8000 $. J'ai transféré l'argent cet après-midi-là. Maintenant, je pouvais voir un nouvel ensemble de patios, un bar à cocktail mobile, une cabine photographique, un opérateur de drone, une entreprise de barbecue et un immense écran vidéo. L'air froid circulait dans la maison sans aucun signe que le système ait jamais été défaillant. Nolan m'a trouvé près de la cuisine et a placé une brochure d'appareil photo dans ma main. L'ensemble coûtait près de 5000 $. Il a dit qu'un achat pourrait transformer sa carrière. J'ai demandé combien il avait gagné au cours des 3 mois précédents. Son expression s'est durcie. Il m'a accusé de réduire l'art à des chiffres, puis m'a dit d'entrer à l'intérieur pour que nous puissions parler en privé. En se retournant, j'ai remarqué le microphone sans fil sous son col. Une lumière verte clignotait. Près du son, une tablette affichait les mots audio en direct actif. Nolan est entré dans la cuisine en croyant que personne ne pouvait nous entendre. J'ai suivi car pour la première fois je voulais qu'il dise exactement ce qu'il croyait. Nolan a fermé la porte de la cuisine et a posé la brochure de l'appareil photo sur le comptoir. Mes parents sont entrés un instant plus tard suivis par Grant qui est resté près de la porte. Nolan a dit qu'il avait besoin d'une réponse avant la fin de la fête car l'ensemble d'équipements était offert à un prix limité. J'ai dit non. Il a ri comme si je l'avais mal compris, puis m'a rappelé que je gagnais plus d'argent en un an qu'il n'en avait gagné au cours des 3 dernières années. J'ai dit que ce n'était pas un argument pour lui donner 5000 $. C'était un argument pour changer sa façon de vivre. Ma mère m'a dit de ne pas l'humilier. J'ai demandé en quoi dire non dans une cuisine privée était humiliant. Elle a dit que Nolan était déjà sous pression car le travail créatif était imprévisible. Mon père a ajouté que j'avais toujours été plus forte, plus disciplinée et plus capable de gérer les responsabilités. Nolan avait besoin de soutien car les critiques l'affectaient plus profondément. J'avais entendu cette explication depuis l'enfance. Quand Nolan oubliait un devoir, on disait au professeur qu'il était dépassé. Quand je gagnais un prix, mes parents m'avertissaient de ne pas le faire se sentir inférieur. Quand il a quitté un programme commercial après un semestre, ils l'ont félicité de refuser de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Quand j'ai fait 2 travaux pendant l'université, ils m'ont qualifié d'indépendante et ont supposé que l'indépendance signifiait que je n'avais besoin de rien. J'ai regardé mon père et lui ai demandé s'il savait que le système de climatisation n'était jamais tombé en panne. Ses yeux se sont dirigés vers ma mère, me donnant la réponse. Elle a dit qu'il avait fait un bruit étrange et qu'il prévoyait de le faire inspecter. J'ai pointé vers l'arrière-cour et j'ai demandé quelle part de mes 8000 $ avait payé pour la fête. Personne n'a répondu. Nolan a dit que l'événement était un investissement dans sa marque. D'importants créateurs locaux étaient présents et les images pourraient mener à des partenariats. J'ai demandé pourquoi son investissement avait été présenté comme une réparation d'urgence. Il a répondu que je n'aurais pas aidé s'il m'avait dit la vérité. J'ai dit que c'était pour cela que prendre l'argent était mal. Mon père m'a dit d'arrêter d'utiliser des mots comme prendre. Les familles ne gardaient pas de reçus les unes contre les autres.
Je lui ai dit que j'avais gardé chaque reçu car leurs urgences avaient consommé plus de 180 000 $. Ma mère a semblé choquée, non pas à cause du montant, mais parce que j'avais compté. Elle a dit que l'argent donné à la famille ne devrait pas être suivi comme une transaction commerciale. J'ai demandé pourquoi l'argent ne devenait impersonnel que lorsque j'exigeais des comptes. Nolan a levé les yeux au ciel et a dit que j'aimais agir comme une victime car cela me permettait de contrôler tout le monde. Il vivait au-dessus du garage de mes parents sans payer de loyer. Son téléphone, son stockage, son assurance, plusieurs voyages et une grande partie de son équipement avaient été financés par l'argent que je donnais à la famille. Pourtant, il croyait que je le contrôlais. Je lui ai dit que l'appareil photo ne serait pas acheté et que les paiements mensuels prendraient fin. L'expression charmante de Nolan a disparu. Il s'est appuyé contre le comptoir et a souri d'un air narquois. « Tu n'existes que pour payer mes rêves », a-t-il dit. « Tu détestes cela ? Pars. » Ma mère a ri nerveusement. Mon père a hoché la tête et a dit que Nolan avait mal exprimé l'idée, pas de manière incorrecte. Chaque personne dans une famille avait un rôle. Nolan était créatif. J'étais stable. Nolan inspirait les gens pendant que je fournissais les fondations. J'ai demandé s'ils entendaient à quel point cela semblait cruel. Ma mère m'a qualifié de dramatique. Elle m'a rappelé que j'avais un bon salaire, un mari avec un bon travail et pas d'enfants. Selon elle, les aider ne me coûtait pas vraiment grand-chose. Grant s'est avancé, mais j'ai levé la main. J'avais besoin de répondre par moi-même. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon père a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'acceptais le choix qu'il m'avait donné. J'ai annulé le transfert récurrent de 1 650 $, retiré ma carte du portail d'assurance habitation, annulé le renouvellement du stockage en nuage de Nolan et programmé sa ligne téléphonique pour quitter mon forfait familial à la fin du cycle de facturation. J'ai changé le mot de passe du compte d'achat partagé et retiré leur accès. Je n'ai pas touché à leur argent. J'ai simplement arrêté d'offrir le mien. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a dit que je bluffais. Je lui ai montré la confirmation d'annulation. Nolan a exigé que je l'annule. Je lui ai dit de vendre un appareil photo s'il avait besoin d'argent. Il a dit que l'équipement était essentiel à son travail. J'ai répondu que mes économies étaient essentielles à ma vie. Mon père a pointé la porte du doigt et m'a dit que si je voulais abandonner la famille, je devais partir. J'ai pris mon sac à main. Avec joie, ai-je dit. Bonne chance pour remplacer les 180 240 $ que j'ai discrètement payés dans cette famille sur 5 ans. Quand j'ai ouvert la porte, la musique à l'extérieur s'était arrêtée. Plus de 50 personnes se tenaient en silence. Certains tenaient des verres, d'autres tenaient des téléphones. Le disque jockey regardait fixement les commandes. L'ami de Nolan qui gérait la diffusion en direct semblait pâle. Puis la voix de Nolan a retenti dans les haut-parleurs extérieurs, retardée de plusieurs secondes, mais indubitable. Tu n'existes que pour payer mes rêves. Tu détestes cela ? Pars. Nolan a arraché son microphone et a crié à son ami de terminer la diffusion en direct. Le grand écran affichait des centaines de commentaires sous la vidéo. Les invités avaient tout entendu. Le public en ligne l'avait entendu aussi. Victor a regardé mon père et a secoué lentement la tête. Ma mère a couvert son visage. Nolan s'est précipité vers la tablette, mais supprimer la vidéo ne pouvait pas effacer les enregistrements déjà sauvegardés. Grant et moi avons traversé la foule silencieuse. Quand nous avons atteint notre voiture, mon téléphone a commencé à recevoir des notifications. Un message venait d'un invité que je connaissais à peine. Il incluait un enregistrement d'écran et 6 mots. Sauvegarde ceci avant qu'il n'efface tout. Pendant des années, Nolan avait construit sa réputation en contrôlant ce que les gens voyaient. Cette nuit-là, son microphone leur a montré la vérité. Le lendemain matin, mon téléphone avait l'air d'avoir été attaqué. Il y avait 19 appels manqués de mes parents et de Nolan, 14 de proches, 11 messages vocaux et des dizaines de textos, d'alertes sur les réseaux sociaux et de messages directs. En tout, il y avait eu 126 tentatives pour me joindre. Mon père avait commencé à appeler avant que Grant et moi n'arrivions à la maison. Son premier message vocal m'ordonnait de revenir et de réparer ce que j'avais fait. Son deuxième disait que le paiement de l'hypothèque était dû dans 9 jours. Son troisième utilisait une voix plus calme et me demandait de me comporter comme une adulte.
Les messages de ma mère sont passés de la peur à la culpabilité. Elle disait qu'elle ne pouvait pas dormir. Elle m'a rappelé que la maison était l'endroit où j'avais célébré des anniversaires et des matins de Noël. Elle a demandé comment je me sentirais s'il perdait tout à cause d'une seule dispute. Nolan n'a jamais posé de questions sur l'hypothèque. Il a exigé que je publie une déclaration disant que la diffusion en direct avait été mal comprise. Il a affirmé que ces mots étaient une blague privée entre frères et sœurs, puis a menacé de dire à ses abonnés que j'avais toujours été rancunière envers sa créativité. À 6 heures du matin, la diffusion en direct originale avait disparu, mais des extraits avaient déjà été republiés. L'un d'eux montrait Nolan disant que j'existais pour financer ses rêves. Un autre incluait mon père expliquant que mon rôle était de fournir la stabilité pendant que Nolan créait. Un troisième me montrait annulant le transfert et déclarant le montant total. Les abonnés de Nolan ont commencé à demander si son style de vie d'autodidacte avait en réalité été financé par sa sœur. Grant a préparé du café pendant que j'ouvrais le fichier financier que j'avais tenu pendant des années. Je l'avais commencé après que mes parents eurent demandé de l'argent 2 fois en un mois en me donnant des explications contradictoires. Il contenait des dates, des montants, des raisons écrites et des captures d'écran. Le total était de 180 240 $. 54 000 étaient allés au refinancement. 79 200 cents représentaient 48 transferts mensuels. 20 400 couvraient les taxes, l'assurance et les réparations. 16 800 couvraient le téléphone de Nolan, le stockage, l'assurance de l'équipement et les dépenses professionnelles. Les 9 840 $ restants provenaient de petites urgences. Grant a demandé si je voulais répondre publiquement. J'ai dit pas encore. Plus le mensonge devenait grand, plus il serait facile d'y répondre avec des faits. Vers le milieu de la matinée, ma mère a posté dans la discussion de groupe de la famille élargie. Elle a demandé à tout le monde de prier car une crise financière inattendue pourrait les forcer à quitter leur maison. Quand une cousine a demandé ce qui s'était passé, elle a écrit que leur fille avait retiré le soutien promis sans avertissement. Nolan a ajouté que j'avais détruit son anniversaire car je ne pouvais pas tolérer qu'il reçoive de l'attention. Plusieurs proches ont exprimé leur sympathie. Puis Victor a rejoint la conversation. Il a demandé depuis combien de temps je payais les factures de leur ménage. Mon père a répondu que les finances privées ne devaient pas être discutées dans une discussion de groupe. Victor a écrit que la famille les avait rendues publiques en m'accusant d'abandon. Il a demandé à nouveau. Personne n'a répondu. Je l'ai remercié en privé. Il a répondu qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas depuis des années. Mon père lui avait emprunté de l'argent 2 fois sans mentionner le soutien que je fournissais déjà. J'ai passé la matinée à me protéger. J'ai téléchargé des relevés, sauvegardé des extraits de la diffusion en direct, changé des mots de passe, activé la vérification en 2 étapes et gelé mes rapports de crédit. Mes parents connaissaient mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance et les réponses à d'anciennes questions de sécurité. Je ne croyais pas qu'ils commettraient une fraude, mais j'avais aussi cru qu'ils ne mentiraient jamais au sujet d'un climatiseur cassé. Cet après-midi-là, ils ont demandé un appel vidéo. Grant s'est assis à côté de moi en dehors du champ de la caméra. Mon père a commencé par dire que tout le monde avait fait des erreurs, bien qu'il n'ait jamais nommé les siennes. Il a proposé de restructurer mon soutien mensuel comme un prêt officiel. J'ai posé des questions sur les intérêts, les dates de remboursement et les garanties. Il a fait une pause, puis a dit, la famille ne devrait pas profiter de la famille. Je lui ai dit qu'il proposait le même cadeau avec une étiquette différente. Ma mère a pleuré et a dit qu'ils avaient seulement besoin de 3 mois supplémentaires. J'ai demandé ce qui changerait après 3 mois. Nolan ne gagnait pas assez pour contribuer. Le revenu de retraite de mon père était fixe. Leur dette de logement resterait. Aucun des deux n'a répondu. Je leur ai dit de contacter le prêteur, de réduire les dépenses, de vendre des actifs et d'envisager de déménager. Mon père a dit que vendre la maison effacerait tout ce pour quoi il avait travaillé. J'ai répondu qu'utiliser mon avenir pour le préserver effaçait ce pour quoi j'avais travaillé. Il a mis fin à l'appel. Moins d'1 heure plus tard, Grant m'a montré une page de collecte de fonds que Nolan avait créée. Son titre était Aider des parents retraités à éviter le sans-abrisme après un abandon financier. La photographie montrait mes parents assis devant leur maison, se tenant la main et regardant tristement la caméra. L'éclairage était professionnel. Nolan avait transformé la crise en contenu avant même que le premier paiement ne soit en retard.
La collecte de fonds affirmait que mes parents avaient dépensé leurs économies pour m'éduquer et m'aider à établir ma carrière. Elle disait que j'avais promis de les soutenir à vie, puis que j'avais tout retiré sans avertissement après être devenue jalouse du succès de Nolan. La campagne demandait 50 000 $ pour les paiements hypothécaires, la nourriture, les services publics et une assistance juridique. 17 personnes avaient fait don de 680 $. La plupart étaient des amis de mes parents qui n'avaient pas assisté à la fête. Certains félicitaient Nolan de protéger sa famille. D'autres demandaient pourquoi 2 propriétaires retraités dépendaient de leur fille pour payer leurs factures. J'ai lu la description 2 fois avant de répondre. Je n'ai insulté personne ni exposé d'informations de compte privé. J'ai écrit que j'étais la fille décrite et que plusieurs affirmations étaient fausses. J'ai expliqué que j'avais payé l'université grâce à des bourses, du travail et des prêts étudiants. Je n'avais jamais accepté un soutien permanent. Sur 5 ans, j'avais contribué volontairement à hauteur de 180 240 $. La diffusion en direct de l'anniversaire avait enregistré la raison exacte pour laquelle j'avais mis fin à ces contributions. J'ai également expliqué que mes parents possédaient une maison avec une valeur nette et avaient des options, y compris réduire la taille de leur logement, vendre des véhicules et parler avec leurs prêteurs. Ils n'étaient pas confrontés à un sans-abrisme immédiat. J'ai joint un résumé des paiements d'une page dont les détails sensibles avaient été retirés. Mon commentaire a attiré l'attention en quelques minutes. Les personnes qui avaient regardé la diffusion en direct ont publié des liens vers des extraits sauvegardés. Victor a confirmé que le résumé correspondait à ce que je lui avais montré en privé. Une cousine a demandé à Nolan pourquoi la collecte de fonds disait que mes parents avaient payé pour mon éducation alors que la famille m'avait vu travailler pendant mes études universitaires. Nolan a supprimé son commentaire. Des captures d'écran sont apparues sous d'autres publications. La campagne a cessé d'être une histoire de sauvetage et est devenue un examen de la malhonnêteté de Nolan. Ses abonnés ont revu d'anciennes vidéos. Dans l'une d'elles, il affirmait avoir acheté son premier appareil photo professionnel après des années d'économie. Mon résumé de paiement montrait que j'avais couvert une urgence professionnelle au cours de la même semaine. Dans une autre, il décrivait un voyage au Costa Rica comme la preuve que le courage créait des opportunités. Ma mère m'avait demandé de l'argent pour réparer des dommages causés par une tempête peu de temps avant cela. Un ancien assistant a commenté que Nolan retardait souvent le paiement des pigistes tout en réservant des hôtels coûteux. Nolan a essayé de reprendre le contrôle en publiant une vidéo depuis sa voiture. Il a dit que la diffusion en direct avait capturé une dispute douloureuse sans contexte. Il a affirmé qu'il plaisantait quand il avait dit que j'existais pour financer ses rêves, puis a dit que j'exagérais le total. Les spectateurs ont répondu avec un extrait de mon père confirmant que le soutien était mon rôle. Nolan a encore changé son explication, qualifiant l'argent d'investissement dans une entreprise familiale. J'ai répondu une fois, demandant où se trouvaient les contrats, les registres de propriété et les états financiers. Il n'a pas répondu. D'ici le soir, la plateforme de collecte de fonds a placé la campagne sous examen. Nolan l'a supprimée avant que l'examen ne soit terminé et les dons ont été retournés. Son image publique a continué de s'effondrer. Une entreprise de bagages a suspendu un parrainage. Une entreprise de tourisme a annulé un projet et a demandé le remboursement de son acompte car Nolan avait déjà manqué 2 échéances. Une entreprise d'accessoires pour appareils photo a retiré son lien d'affiliation. Aucune de ces entreprises n'a agi parce que je les ai contactées. Elles ont réagi au matériel que Nolan avait diffusé lui-même. Mon père a appelé et m'a reproché de détruire les revenus de Nolan. Je lui ai rappelé que je n'avais pas placé le microphone sur Nolan, ni activé la diffusion en direct, ni choisi ses mots. Il a soutenu que j'aurais dû protéger mon frère en restant silencieuse. J'ai demandé pourquoi protéger Nolan exigeait toujours de me sacrifier. Il a demandé un dernier transfert, affirmant que 3 paiements leur donneraient le temps de se remettre. J'ai demandé si Nolan allait commencer à payer un loyer. Mon père a dit que ce n'était pas le moment de le punir. J'ai demandé s'il vendrait le 2e véhicule, rendrait les meubles de patio, annulerait les abonnements et mettrait la maison en vente. Il a qualifié ces suggestions d'extrêmes. J'ai dit qu'attendre de moi que je cède encore 5 000 $ après avoir été insulté publiquement était extrême. Nolan m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro. Il a dit que sa marque valait plus avant que je ne l'embarrasse et a exigé une compensation pour les contrats perdus. J'ai répondu, tes contrats ont été perdus parce que les gens ont entendu la vérité sur la façon dont tu me traitais. Ensuite, je l'ai bloqué. 9 jours après la fête,
La date habituelle de transfert est arrivée. J'ai ouvert mon compte avant le travail. Pour la première fois en 4 ans, les 1650 $ sont restés. Je m'attendais à de la culpabilité. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la possibilité. Grant et moi avons ouvert un compte d'épargne séparé et l'avons nommé Maison et Liberté. Nous avons programmé un transfert automatique pour le montant exact que mes parents recevaient autrefois. Le premier dépôt a semblé petit à côté de tout ce que j'avais perdu, mais il représentait quelque chose de plus grand que l'argent. C'était le premier morceau de mon avenir que j'avais choisi de garder. Mes parents n'ont pas perdu leur maison du jour au lendemain. Les vraies conséquences arrivaient rarement aussi vite, mais une fois qu'elles ont commencé, chacune a exposé un autre problème que j'avais caché avec mon argent. Au cours du premier mois, mon père a utilisé ses économies pour effectuer le paiement de l'hypothèque et du prêt sur valeur domiciliaire. Mes parents ont rendu les locations de fête non utilisées, ont vendu les meubles de patio, ont annulé des abonnements et ont vendu leur deuxième véhicule. Ma mère a qualifié ces changements d'humiliants. Je me suis souvenu des années où Grant et moi avions repoussé des vacances, reporté le remplacement d'une voiture vieillissante et réduit nos contributions de retraite parce qu'une autre urgence était apparue. Vivre selon un budget n'était pas une humiliation. C'était la réalité. Nolan a d'abord refusé de vendre de l'équipement. Il a soutenu que ses caméras et son drone étaient les seuls actifs capables de produire des revenus futurs. Mon père lui a finalement dit que les revenus futurs ne couvriraient plus les factures présentes. Pour la première fois, Nolan a été tenu de contribuer au loyer ou de partir. Il a accusé nos parents de se retourner contre lui à cause de moi. Ma mère l'a défendu au début, mais même elle ne pouvait ignorer les chiffres. Les parrainages de Nolan n'avaient jamais produit assez de revenus réguliers pour couvrir les dépenses de base. Ces cours ne s'étaient bien vendus qu'après qu'une vidéo fut devenue virale plus d'1 an auparavant. Au cours du deuxième mois, mes parents ont contacté leur prêteur pour modifier le prêt. La demande a été refusée. Leur revenu de retraite était trop faible comparé à l'hypothèque, à la dette sur valeur domiciliaire, aux taxes, l'assurance et les cartes de crédit. La banque n'allait pas traiter mes précédents transferts comme un revenu garanti car aucun accord légal ne m'obligeait à les poursuivre. Mon père avait passé des années à prétendre que j'avais une obligation permanente. Le prêteur a reconnu la vérité. Mon soutien avait toujours été volontaire. Mon père a accepté un poste à temps partiel dans un magasin de bricolage, travaillant dans le rayon des revêtements de sol et aidant les clients à comparer les matériaux, à charger des boîtes et à calculer la superficie. Ma mère est retournée travailler 3 jours par semaine comme coordinatrice de la planification d'un cabinet dentaire. Ils avaient passé des années à dire aux proches que la retraite était la récompense d'une planification minutieuse. Maintenant, ils devaient admettre que leur plan dépendait d'une fille qu'ils félicitaient rarement. Nolan a déménagé dans une maison de location avec 2 amis après avoir refusé de payer ce que mes parents demandaient. Il a trouvé un travail à temps plein dans une entreprise d'équipement événementiel à Pineville. Ses tâches incluaient la vérification des câbles, l'emballage des lumières, le chargement des haut-parleurs, la livraison de l'équipement, l'assemblage des scènes et la récupération de tout par la suite. Le travail était physique, répétitif et impossible à présenter comme glamour. Il détestait les matins précoces et se plaignait en ligne de gâcher son talent créatif. Ses publications ont reçu peu de sympathie. Les spectateurs lui ont rappelé que la plupart des adultes travaillaient tout en poursuivant leurs rêves. Son nombre d'abonnés a chuté régulièrement. Le plus dommageable était la perte de confiance. Les gens ne croyaient plus à l'image qu'il présentait. Plusieurs milliers d'abonnés sont restés, mais les demandes de parrainage ont cessé. Les commentaires sous ses vidéos se concentraient sur la diffusion en direct au lieu de sa photographie. Au cours du 3e mois, Nolan a rencontré un comptable et a appris qu'il devait plus de 17 000 $ en impôts sur le travail indépendant, pénalités et intérêts. Il avait traité les dépôts de parrainage comme de l'argent de poche et avait déduit des dépenses de voyage personnel sans tenir de registre. Il n'y a pas eu de descente de police ni d'arrestation dramatique. Il a été placé sur un plan de paiement qu'il ne pouvait pas ignorer. Il a vendu la caméra de cinéma, le drone et 2 objectifs. L'argent a couvert une partie du solde de sa carte de crédit professionnelle et les premiers paiements d'impôts. L'appareil photo à 5 000 $ qu'il exigeait de moi n'a jamais été acheté. Au 4e mois, mes parents ont mis la maison en vente. Ma mère a appelé Victor et a dit que je les avais forcés à vendre ma maison d'enfance. Victor lui a dit que la maison était devenue inabordable des années plus tôt et que mes paiements n'avaient fait que retarder la décision. Il a refusé de leur prêter de l'argent.
d'autres proches ont fait de même. La diffusion en direct a empêché mes parents de raconter une histoire différente à chaque personne. Tout le monde savait ce qui avait été dit et combien j'avais déjà contribué. La maison a été vendue au cours du 5e mois. Après que l'hypothèque, le prêt sur valeur domiciliaire, les frais de clôture et les dettes eurent été payés, mes parents avaient assez pour louer un modeste appartement de 2 chambres. Ils n'étaient pas sans abri. Ils ne mouraient pas de faim. Ils avaient simplement perdu la version de la vie qui dépendait de mon silence. Mon père a continué à travailler au magasin. Ma mère a gardé son poste. Il conduisait une seule voiture plus ancienne et planifiait les achats au lieu de traiter chaque désir comme une urgence. Nolan a continué à charger de l'équipement et à vivre en colocation. Selon Victor, il restait amer, mais il assistait à chaque quart de travail car manquer le travail signifiait manquer le loyer. Pendant ce temps, le compte maison et liberté grandissait. Grant et moi avons restauré nos contributions de retraite, construit un fonds d'urgence de 6 mois et rencontré un agent immobilier. 6 mois après la fête, nous avons trouvé une maison de 3 chambres à Huntersville. Elle n'était pas énorme. Elle n'avait pas de bar à cocktail, d'écran loué ni de meubles achetés pour impressionner des étrangers. Elle avait un petit bureau pour moi, un atelier pour Grant et une arrière-cour où nous pouvions nous asseoir sans attendre une autre demande. À la table de conclusion, j'ai signé mon nom et j'ai réalisé qu'une partie de notre acompte provenait de l'argent que je cédais autrefois automatiquement. Ma famille a toujours dit que ma stabilité existait pour protéger les rêves de Nolan. Ils n'avaient jamais considéré que j'avais des rêves, moi aussi. Plusieurs semaines après le déménagement, je me suis arrêté à un magasin d'alimentation en rentrant chez moi. Je comparais 2 marques de café quand j'ai vu mes parents près de la fin de l'allée. Mon père tenait un carnet de coupons. Ma mère a vérifié le prix sur un paquet de poulet avant de le placer dans leur panier. Ils avaient l'air plus vieux que 6 mois plus tôt. Les épaules de mon père étaient plus basses et les cheveux de ma mère avaient plus de gris. Ils n'avaient pas l'air détruits. Ils avaient l'air ordinaires. Pendant des années, ils avaient traité un budget ordinaire comme quelque chose d'inférieur à eux. Maintenant, ils vivaient de la façon dont des millions d'adultes responsables vivaient chaque jour. Mon père m'a remarqué en premier. Il s'est figé avec le coupon dans la main. Ma mère a suivi son regard et a murmuré mon nom. Personne ne bougeait pendant plusieurs secondes. Une partie de moi s'attendait à une autre dispute, une demande ou une tentative de me rendre responsable. Au lieu de cela, mon père a fait un petit signe de tête. Ce n'était pas des excuses, mais cela portait une reconnaissance que je n'avais jamais reçue auparavant. Il comprenait pourquoi j'étais parti. Il comprenait aussi que je ne reviendrais pas pour les sauver. J'ai hoché la tête une fois. Ma mère semblait prête à parler, mais mon père a doucement touché son bras. Ils se sont retournés vers leur panier. J'ai continué vers la caisse. Grant attendait dans la voiture. Je lui ai dit que je les avais vus. Il a demandé s'ils avaient dit quelque chose. J'ai dit non. Ensuite, il a demandé comment je me sentais. J'ai réfléchi à la question. Triste, ai-je dit, mais pas coupable. Cette différence importait. Grâce à Victor, j'entendais occasionnellement des nouvelles. Nolan était toujours employé par l'entreprise d'événements. Après plusieurs mois difficiles, il a arrêté de se plaindre publiquement et a commencé à demander aux travailleurs expérimentés comment fonctionnait l'entreprise. Il s'est inscrit à un cours du soir de comptabilité et de gestion de petites entreprises dans un collège communautaire. Il ne s'était pas transformé du jour au lendemain. La vraie croissance fonctionne rarement de cette façon, mais il apprenait que le talent ne remplaçait pas la discipline, les délais, les impôts, le service client ou le travail. Mes parents changeaient aussi. Mon père est devenu un employé à temps plein après la retraite d'un autre travailleur. Ma mère a continué au cabinet dentaire et a commencé à épargner une partie de chaque chèque de paie. Ils survivaient sans mon argent car ils avaient toujours été capables de survivre. Mes paiements n'avaient pas protégé des personnes impuissantes. Ils avaient protégé des personnes capables des conséquences qui auraient pu les forcer à changer plus tôt. Cette réalisation a changé ma compréhension de l'aide. Le soutien peut être aimant, généreux et nécessaire. Mais un soutien sain a besoin de limites, d'un but clair, d'une explication honnête et d'un point où la personne qui le reçoit accepte la responsabilité. Lorsque l'assistance est construite sur des mensonges, de la culpabilité ou un sentiment d'avoir droit à tout, elle cesse d'être de l'aide. Cela devient un système où l'avenir d'une personne est consumé pour préserver le confort d'une autre personne.
J'ai aussi appris des leçons pratiques que j'aurais aimé que quelqu'un m'enseigne plus tôt. Ne signez jamais d'accords financiers que vous n'avez pas examinés. Ne placez pas le téléphone, le véhicule, la carte de crédit ou l'assurance d'un autre adulte sous votre nom à moins que vous ne soyez prêt à en devenir légalement responsable. Gardez des traces des prêts et des cadeaux importants. Séparez l'accès partagé des comptes personnels. Utilisez la surveillance du crédit et des mots de passe forts lorsque des proches connaissent des informations privées. Plus important encore, décidez de ce que vous pouvez donner avant que la panique d'une autre personne ne décide pour vous. Fixer une limite ne signifie pas vouloir que votre famille souffre. Je n'ai jamais voulu que mes parents vendent leur maison. Je n'ai jamais voulu que Nolan perde sa réputation ou son équipement. Mais prévenir chaque conséquence les a encouragés à continuer de faire les mêmes choix. Une fois que je me suis éloigné, ils ont vendu ce qu'ils ne pouvaient pas se permettre, ont trouvé du travail, ont réduit leurs dépenses et ont commencé à résoudre leurs propres problèmes. Ce qu'ils appelaient cruauté est devenu la pression qui a produit la responsabilité. Grant et moi passons maintenant des soirées tranquilles dans notre arrière-cour. Parfois, je pleure encore la relation que je voulais avec mes parents. L'idée de vacances où l'amour n'était pas mesuré par ce que je payais me manque. Le frère que j'espérais que Nolan puisse devenir me manque. Mais regretter cette famille imaginée n'exige pas que je retourne au rôle qu'ils m'ont assigné. Je ne suis pas un paiement d'hypothèque. Je ne suis pas un fonds d'urgence. Je ne suis pas la fille silencieuse dont le succès appartient à tout le monde sauf à elle-même. Je suis Elisa Ellison et j'ai le droit de construire une vie qui ne s'effondre pas chaque fois que quelqu'un d'autre refuse de planifier. La leçon la plus précieuse n'était pas que dire non me rendait puissante. C'était que dire non permettait à tout le monde de voir la vérité. Ma famille a appris que les rêves exigent du travail. Mes parents ont appris que les apparences ne valent pas une dette permanente. J'ai appris que l'amour sans le respect peut devenir de l'exploitation et que les limites ne sont pas des murs conçus pour punir les gens. Ce sont des portes avec des conditions d'entrée. L'honnêteté, la responsabilité et le soin mutuel sont les bienvenus. La manipulation ne l'est pas. Parfois, le choix le plus éducatif et le plus compatissant est d'arrêter de résoudre un problème pour quelqu'un qui refuse d'en tirer des leçons. Ce choix peut sembler inconfortable, mais l'inconfort n'est pas toujours un mal. Parfois, c'est le début de la croissance. Alors, permettez-moi de vous demander ceci. Lorsque le fait d'aider la famille commence à nuire à votre sécurité financière, à votre mariage ou à votre tranquillité d'esprit, où la générosité devrait-elle se terminer et le respect de soi commencer? Merci de soutenir nos histoires. Cette vidéo fictive a été créée uniquement pour le divertissement et la réflexion éducative. Nous espérons qu'elle vous rappellera qu'une fois que vous comprenez votre propre valeur, vous n'avez plus besoin de courir après la validation de personnes qui n'offrent de l'amour que lorsque cela les arrangeait.